Nous sommes en direct sur Québec Foot avec Romain et Alexandre. Nous allons certainement être rejoints par la voix du soccer universitaire, Freddy Amegavi. En attendant, Romain, comment vas-tu? Ça va, et toi, ça va, Alexandre? Ça Ouais, va bien, Alex, et toi? Ça va très bien, petit comité ce soir. Petit comité, mais beaucoup de foot à parler, dont des titres de collaborateurs on va commencer par notre soccer local, notre soccer québécois. Euh, J-6 avant le début des hostilités. C'est Freddy Amigavi qui en parle parce que au niveau de la PLSQ, ça commence dans 6 jours, le 26-27, ce week-end-là. La PLSQ féminine va reprendre le week-end d'après la PLSQ masculine. Donc, on parle vraiment du meilleur niveau au Québec, au niveau senior. Freddy aura la chance de pouvoir revenir sur ce sujet. En attendant, je veux savoir, non seulement de votre côté, que ce soit au niveau senior, que ce soit dans la Mauricie, que ce soit dans votre coin, est-ce que vous sentez un sentiment de compétition qui renaît et on sent que la Ligue va recommencer, Romain? ouais, déjà, dans les inscriptions, même senior. Senior, c'est impressionnant. Il y a des équipes, des joueurs qui reviennent, qui avaient arrêté depuis des années, qui reviennent. Il y a des équipes qui se montent, il y a des championnats qui deviennent de plus intéressants. Alors, tu vois, moi, je parle pour ce que je sais dans mon coin. Je sais que c'est un petit peu partout pareil, quoi. Il y a pas que les jeunes à qui ça a manqué. Les adultes aussi, les filles aussi, de plus en plus. C'est hyper intéressant. On voit des grosses équipes. Là, ça vient de reprendre les premiers matchs. Je crois qu'il y avait tout le monde qui avait envie. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait, je crois que toutes les équipes. Alors, la PLSQ, t'en parleras sûrement mieux que moi, mais tous les groupes, ils sont pleins à craquer. Tout le monde est affûté. On n'a pas arrêté de s'entraîner. Donc, c'était le moment pour reprendre. Je crois même qu'il y a des équipes déjà qui ont déjà fait au moins 2 matchs amicaux. Donc, non, on avait trop hâte, quoi, c'est sûr. Donc, ça fait plaisir. Et ça fait plaisir d'avoir du public senior aussi qui revient. Ça, c'est cool, ça. Oui, en plus, on a Freddy Amegavi qui nous rejoint et qui pourra plus en parler. Mais salut Freddy, je te passe bonjour, mais je vais aussi bientôt te passer la parole. On parle de ce J-6 avant le début des hostilités. Il y a eu plusieurs matchs amicaux. Romain l'a témoigné, mais il y a aussi eu des matchs amicaux au niveau des jeunes. Et ça, par exemple, à mon fils, on a eu des premiers matchs intra-groupe qui ont donné ce sentiment de match de compétition. Évidemment, il n'y avait pas encore d'adversaire d'une autre équipe, mais il y a quand même eu ce sentiment. C'est le fait qu'il y ait un arbitre, le fait qu'il y ait deux couleurs de maillot, des parents qui veulent être dans les estrades mais qu'on peut pas encore, qu'il faut les gérer un peu parce qu'on est encore pas encore dans la zone verte, donc on peut pas avoir des supporters comme on veut. C'est des petits détails avec lesquels on va aller avec Freddy. Au niveau des seniors, Freddy, J-6, parle-nous un peu de ce titre. Alors, bonsoir tout le monde. Au niveau des seniors, plusieurs matchs amicaux ont été joués cette fin de semaine. Je n'ai pas pu trouver trace de résumé pour la plupart d'entre eux, ni de traces de présence, parce qu'il y a comme à une semaine du début des hostilités, comme tu le dis si bien, Claude, il y a comme une sorte d'omerta qui règne. On peut le voir par rapport aux réseaux sociaux où beaucoup de clubs ont subitement arrêter de communiquer sur les signatures, sur les transferts de joueurs. Et donc, pour avoir l'information, il faut interroger les joueurs, les staffs techniques. Mais curieusement, alors qu'à l'accoutumée, ceux-ci sont plutôt bavards sur leur plan de saison, il n'y a pas grand-chose qui filtre et où il y a comme une sorte d'interdiction d'en dévoiler plus par rapport au système de jeu, par rapport aux joueurs, aux points clés, aux atouts de l'équipe, tout simplement parce que les techniciens disent entre les lignes ne pas être au courant de ce que font les autres. Donc, autant du côté masculin que du côté féminin, les premières journées vont nous permettre de statuer sur les forces en présence. Et c'est bien que tu dis ça parce que j'ai l'impression que c'est une atmosphère de cachotterie ou de quoi, au cachot de système, c'est normal, mais c'est une réalité beaucoup plus du côté de Montréal ou de Montréal-Nord. Au niveau de la rive sud, on fête nos amicaux, on dit à tout le monde qu'on a un match amical. On veut aussi que au niveau du public, on crée ce petit truc. On sait que chez Celtics, bon, ça se cache pas. Hein. Il y a un match amical, on le dit. Côté Boucherville, l'enseignant 3A, quand ils jouent des PLSQ, ils le disent. Et d'ailleurs, Boucherville a rencontré deux PLSQ au cours de la dernière semaine, des 7 derniers jours. Une fois face à Saint-Hubert, dernièrement, hier, défaite 3-0. Et
aussi face à Longueuil, où est-ce qu'il y a eu un match nul 0-0. Boucherville, une bonne équipe senior, il faudra faire attention. Je te pose la question quand même, Romain. J'aimerais savoir au niveau des Chevaliers de Mont-Carmel, une équipe que ils étaient quand même à la loupe au niveau de ceux qui regardaient la Ligue senior. Est-ce que ça s'améliore? Est-ce que c'est un groupe qui pourra faire quelque chose de pas mal en LSEQ senior? Qu'est-ce que tu en sais par rapport à eux? Je te cache pas que Félix, il serait pas mal mieux expérimenté pour nous. Mont-Carmel, c'est une équipe surprise qui a jamais arrêté de surprendre. Et ça, je peux pas promettre monts et merveilles, je sais pas mais à chaque fois, ils ont surpris. Donc, faut toujours les prendre au sérieux. À chaque fois qu'ils ont été pris pour la blague, pour finir, au final, ça a toujours bien fini les saisons, voire même l'année dernière, ça a fait une plutôt belle saison à ce niveau-là de confirmation. Donc, tu sais, une équipe qui surprend, elle peut s'arrêter de surprendre à un moment donné, mais quand elle a pris l'habitude de surprendre, elle le fait tout le temps. Puis, ça sent bon, quoi. Ça sent bon, ça sent la fraîcheur aussi, quoi. Donc, c'est intéressant. Ça va être à suivre de près quand même dans le 3 cette année. Et rappelle-moi, est-ce que c'est encore une équipe un peu plus expérimentée, un peu plus âgée? Est-ce que c'est toujours dans cette même gamique? Ouais, équipe expérimentée, ça. Ils ont un noyau depuis plusieurs années. Probablement quelques recrues encore qui arrivent. Chaque année, en fait, c'est un noyau assez ancien, façon de dire, un noyau expérimenté, en fait, qu'ils ont depuis plusieurs années, qui ont connu des montées, justement, parce que c'est un club qui a monté de manière exponentielle dans les dernières années. Donc, il y a un noyau de base et à chaque fois, il y a des ajouts intéressantes. Donc, c'est une équipe qui va être intéressante aussi. En Mauricie, on a aussi une autre équipe 3, on a le CSTR. Donc, ça va être intéressant à suivre aussi. Je crois qu'il va y avoir du derby qu'on attend, quoi. Ouais. Ça va être intéressant. Et puis moi, je finirais sur une question, alors plus à toi ou à Freddy, vous qui avez vu peut-être des matchs de reprise, je sais pas si Alexandre t'en a vu aussi, est-ce que la fameuse reprise, la chute du niveau qu'on nous attendait, c'est le cas? Est-ce que les matchs ils sont un peu tristes parce qu'on voit que tout le monde est un peu rouillé, ou au contraire tout le monde s'est affûté, ne s'est même pas arrêté et que tout le monde est prêt avec les dents affûtées? C'est ça la question en fait. Ben, c'est une belle question pour Freddy qui non seulement j'ai eu la puce à l'oreillette, qui a eu quelque chose aux côtés de Mont-Royal Outremont. Je ne sais pas si tu as pu répondre, ça peut t'aider à répondre à la question de Romain. Alors oui, du côté de Mont-Royal Outremont, autant du côté masculin que du côté féminin, un affrontement du côté masculin, Lakeshore, triple A senior qui s'est fini par la marque de 5-2, dont un doublé de Mouadizane, grand revenant, qui pendant la pandémie avait été au Maroc, dans son pays natal, en deuxième division, et qui s'est quand même affûté au niveau de ses skills. Du côté féminin, c'était l'affrontement contre le U17 de Lakeshore, victoire 4-2. Et au niveau du rythme, je dirais que comme tout bon match de reprise, par rapport justement à la pandémie, il n'y avait pas ce fameux rythme de croisière auquel on était habitué. Après, nous avons affaire justement à des équipes qui, pour la plupart, ont eu une préparation tronquée. Et je pense que l'objectif est d'être prêt tactiquement pour les équipes pour le premier match. Et au niveau justement, pourquoi justement ce silence radio sur la communication, sur les signatures, c'est justement pour avoir des atouts dans les manches pour les différentes équipes. Et je cite justement en première loge de Montréal Outremont, où il y a eu beaucoup de renouvellement. Et donc à suivre lors de ces premières journées qui vont, pour moi, permettre de mettre quelques visages nouveaux sur la map. Donc ça, à ce niveau-là, ça va être très intéressant. À savoir maintenant laquelle des équipes en lice va être celle qui va faire la meilleure impression. Et avant de rentrer, Geneviève Richard, qui est aussi la présidente de ce nouveau comité dont on a parlé la semaine dernière, je veux finir sur ces petits matchs amicaux qui ont eu lieu, ok? Donc, et aussi du côté de la Rive-Sud, il y a eu un Longueuil Celtics qui était très, très, très bien, beaucoup d'intensité. Et je veux revenir un peu sur ce que Romain a demandé. Comment étaient ces matchs-là? Est-ce que, moi, j'ai trouvé que pour une équipe qui s'est quand même très bien préparée,
on était vraiment dans ce qu'on avait pratiqué. Là, je parle du Celtic, je pense que Longueuil aussi, et on était beaucoup moins dans du jeu brouillon de on reprend la compétition, on y va, on y va, on y va, on y va. Alors que les plus jeunes, qu'on a vu aussi des matchs au niveau de l'AS Montier, j'ai vu quelques matchs, que ce soit du U9 jusqu'à U17, là, oui, là, c'était beaucoup plus, on joue, on a un match enfin. Donc, c'était beaucoup plus brouillon, en effet, beaucoup moins concentré sur les thèmes peut-être de la semaine. Mais tout de même, plaisir de revoir des touches, des rentrées de jeu, des corners. Ça fait du bien. Donc, Ouais, c'est sûr. Maintenant, le vrai truc, c'est de se dire, parce que ça se verra pas forcément sur du senior ou des U17 ou des 3. La question, c'est de savoir sur des U9, U10, ceux de cette année, est-ce qu'ils vont vraiment avoir un écart dans l'enseignement globalement, je veux dire, hein, parce que les forts, ils resteront forts, et puis les moins avancés resteront moins avancés. Je parle d'un groupe global, le noyau global, est-ce qu'il va être plus ou moins avancé que les années d'avant à cause de la Covid? Et le vrai test, en fait, il est à voir sur ces catégories-là, sur les U8, U9, U10, U12. C'est eux, en fait, qui vont être révélateurs. Mais la question, on l'a pas là. Je pense que la question, on l'aura dans 1 an et demi. La réponse, plutôt, je veux dire, on l'aura dans 1 an et demi, 2 ans, peut-être. ouais, on verra bien. En attendant, on rentre Geneviève Richard qui est parmi nous. Salut Geneviève, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien, merci. Ok, on va juste faire un petit test de micro. Essaie de voir si tu peux augmenter soit le volume de ton truc en général ou seulement peut-être te rapprocher de ton micro. Est-ce que là, Est-ce que tu m'entends bien, Geneviève? Oui? En fait, on va commencer. Comment ça va, Geneviève? c'est bon? Vous m'entendez? Ouais, c'est pas mal, pas mal. Donc, Geneviève, tu es la nouvelle présidente d'un comité qui vient de se mettre en place en PLSQ, si je ne me trompe pas, pas nécessairement juste Soccer Québec, mais c'est plus visé sur la PLSQ. Tu as arrêté d'être joueuse cette année, tu ne joueras pas. Parle-nous un peu de ton rôle, de la décision que tu as prise d'être présidente et comment ce comité s'est formé. Premièrement, le comité. Oh, OK, on a un problème de son, les gars. Est-ce que vous confirmez, vous aussi? Oui, OK. Est-ce que par hasard, tu aurais des écouteurs ou sinon augmenter le volume ou peut-être voir pour des écouteurs avec fil, ça marche aussi. On peut te laisser le temps, t'as le temps, t'as le temps. En attendant, Freddy, par rapport à ce que tu as entendu, tu peux nous mettre bien sur c'est quoi les rumeurs que tu as entendues sur ce comité PLSQ? Peut-être que Geneviève va te dire non, c'est pas ça du tout, mais vas-y, lance-toi. Ben justement, aucune. Je voudrais déjà pas mettre en porte-à-faux justement ce nouveau comité qui s'est créé. Ça a été aussi une surprise pour moi aussi. La question justement qui m'intéresserait, c'est de savoir comment être sûr que les doléances qui seront mises de l'avant par le comité pourront être suivies justement d'une mise en œuvre à notre niveau local. C'est la principale question qui me turlupine, parce qu'au-delà de ce que j'ai pu entendre ici et là, et Geneviève nous le confirmera ou pas, c'est que chaque région, club a une réalité particulière. Et le but de ce comité sera justement peut-être quelque part de hiérarchiser les demandes communes, celles qui font le plus de bien dans l'immédiat à la communauté, pour ensuite tranquillement aller vers les demandes particulières. Si je peux bien nous le confirmer, Geneviève. Ouais, je vais réactiver ton micro un instant. Ouais, sinon il faut que tu le fasses. Ouais, unmute-toi et c'est parti. OK, est-ce que là c'est bon? Ouais. OK, désolé du petit contretemps. Donc, l'idée du comité, c'était venu de Soccer Québec, premièrement. L'objectif, c'était justement de connaître un peu la situation des joueuses, de leur donner une voix, de connaître un peu le pouls des équipes sur le terrain. Donc, pour répondre un peu à la question de Freddy, au début, je crois qu'auparavant, Soccer Québec entendait beaucoup les voix des gouverneurs, mais très peu les opinions des joueuses, ou du moins à savoir sur les terrains, qu'est-ce qui se passait. Puis je pense qu'avec la création du comité, justement, là, on est capable de savoir qu'est-ce qui se passe réellement sur les terrains actuellement. Puis je crois qu'en période de pandémie, encore plus, ça rajoute de la valeur
à ce système-là, justement, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Le calendrier a pris encore quelques temps à se déterminer, à se formaliser, dû justement aux décisions du gouvernement qu'on devait attendre, etc. Donc, voilà. Donc, je trouve que pour le moment, c'est nouveau. Tout le monde s'ajuste, mais c'est vraiment pour permettre une meilleure communication, une meilleure compréhension pour Soccer Québec de qu'est-ce qui se passe réellement au sein des clubs, vraiment à l'échelle des joueuses. Mais est-ce qu'il y a quelque chose présentement à l'échelle des joueuses qui est une problématique que vous vouliez soulever, dont vous disiez il faut absolument un comité parce qu'il y a tel ou tel problème qui semble ne pas pouvoir se régler? Il n'y a pas vraiment de problème ou de cas spécifiques qui me viennent à l'esprit. Un exemple que je pourrais donner, c'est le calendrier cette année. Donc, les joueuses se sentaient prêtes à commencer dès que possible. Puis, tandis qu'au niveau peut-être des gouverneurs, certains clubs voulaient patienter, certains clubs étaient prêts. Donc, on a vu que finalement, il manquait peut-être de synchronisation, de coordination sur cet aspect-là. Puis, par le comité, on a pu avoir un peu le ressenti des joueuses. Est-ce que physiquement, elles étaient prêtes? Parce qu'on sait très bien qu'après un arrêt de 1 an, il y a quand même la reprise. On ne peut pas savoir au sein de chaque club quand est-ce qu'ils ont commencé à reprendre, avec quelle fréquence, etc. Donc, le comité nous a vraiment permis de savoir où en étaient les joueuses en termes de préparation physique, en termes aussi de préparation mentale. Bon, ça joue aussi. Donc, voilà, c'est un exemple que je peux donner. Et là, vous avez un championnat beaucoup plus large beaucoup plus large, c'est au moins le double de ce que vous aviez l'an dernier. Est-ce que ça pour vous c'est une réussite ou c'était déjà sûr que vous alliez arriver à ça? Je sais que le commencer plus tard, ça aurait peut-être fait que votre saison se raccourcisse, surtout à cause du réseau universitaire. Est-ce que ça c'était une de vos premières demandes d'allonger le championnat? Oui, je crois que c'est une réussite parce que l'objectif, c'était surtout, avant tout, de permettre à chaque équipe de jouer contre toutes les équipes de la Ligue, de permettre en fait un tournoi, un championnat qui était plutôt juste, si je pourrais. Bon, est-ce que c'est le bon terme? Je ne sais pas, là. Mais vraiment de permettre à toutes les équipes de jouer contre chaque adversaire pour que ce soit égal. Donc, OK. Et on avait aussi plus d'équipes qui participent. C'est surtout ça la belle nouvelle, contrairement aux 4 de l'an dernier. Là, on a des équipes qui veulent participer malgré qu'on soit dans une saison. Ça aussi, je pense que c'est pas nécessairement votre comité qui a fait cette différence, mais il y a des clubs qui sont plus enthousiastes à participer côté féminin. Est-ce que ça, c'est un apport que vous avez fait? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez ou quoi que ce soit? Pour le moment, je dirais que c'est pas vraiment. J'ai pas vraiment de commentaires là-dessus, dans le sens que c'est pas vraiment développé pour l'instant. Donc, notre focus était vraiment sur la reprise et le calendrier. Là. Donc, ensuite, avec Ottawa, par exemple, c'est important de se remettre un peu, de se rappeler les circonstances, je veux dire, parce que Ottawa est en Ontario. Puis l'Ontario n'avait pas justement les mêmes dates en termes de déconfinement que nous. Donc, déjà là aussi, c'est un autre aspect qu'on devait prendre en compte au niveau des communications avec Ottawa, à savoir est-ce qu'elles allaient faire partie du championnat cette année ou non, etc. Donc, voilà. Alors, Geneviève, j'ai une question, si tu me le permets. Oui. Je voulais savoir, juste pour les auditeurs, pour qu'on resitue bien le mandat justement de ce comité, est-ce qu'il est juste à titre consultatif ou les doléances qu'il peut exposer, il peut également
en quelque sorte influencer des prises de décision futures au niveau de Soccer Québec concernant le soccer féminin? Tout dépend encore du contexte, de la demande, des circonstances. C'est un peu, comment je pourrais dire, complexe à répondre. Vous avez une influence tout de même? Vous considérez que vous avez une influence ou pas? Je crois que oui. Encore, moi, j'attends surtout la conférence avec les gouverneurs, parce que là, je crois que vraiment, c'est à ce moment-là qu'on peut boucler la boucle. C'est-à-dire que moi, je sers un peu de créatrice de liens, si on veut, entre les joueuses Soccer Québec et les gouverneurs, puis s'assurer qu'il y ait une fluidité je veux dire, entre les groupes. Puis c'est une question qu'on soit tous coordonnés, tous synchronisés sur les mêmes objectifs, puis de vraiment bien connaître les intérêts de chacun, puis d'essayer de en arriver à des accords. Donc, je dirais juste que aujourd'hui, à l'heure qu'on parle, le comité est encore vient tout juste d'être mis en place avec la reprise due à la pandémie. Il nous reste encore justement à boucler cette boucle. Donc, voilà. Bon, merci. On y arrive tranquillement. À moins que l'un des collaborateurs ait d'autres questions pour enchaîner, sinon on t'écrira évidemment pour ça parce que on voit que tu es très disponible pour ce genre de questions. Merci Geneviève pour avoir donné de ton temps et de nous avoir expliqué un peu le rôle de votre comité qu'on espère suivre et qu'on espère qu'il y aura de l'influence. À mes yeux, l'influence se fera surtout sur le fait que les gouverneurs pourront avoir une écoute particulière sur les personnes qui y participent, les filles qui y participent, et donc avoir le ressenti des filles qui jouent dans cette première ligue de soccer et faire leurs décisions par rapport à ça. Donc, évidemment, il y aura une influence. Et on te remercie, Geneviève. Si jamais tu as un dernier mot, si que tu veux ajouter par rapport à vos comités, n'hésite pas. Bon, c'est déconnecté tout seul, parfait. Assez comment faire. Maintenant, repassons au football. Au niveau québécois, est-ce que j'ai donné le score entre Celtics Longueuil? Sinon, on les a battus 2-1. C'était de bonne intensité, Romain. On a fait du bon football et on aurait pu encore faire plus. Mais on a perdu 5-0 contre la réserve de Longueuil. Ça aussi, ça mais le score ne reflète pas le résultat. Ça, on aime bien le dire. Ensuite, ce qui se passe au niveau de la Copa América. Et là, il faut qu'on discute parce que c'était un très beau titre de la part de Félix. L'avenir de la Copa América, je veux qu'on en discute parce que ce nouveau format, peut-être c'est un format COVID, ça va pas durer, je sais pas. Un groupe où est-ce que de 5 équipes, 4 se qualifient. C'est pas très entertaining quand tu regardes cet Euro où est-ce qu'il y a des France-Portugal, il y a des France. Là, on dirait qu'on attend dans le Copa América, on attend un round. Puis dans ce round-là, on sait que tous les groupes vont se qualifier. Est-ce que vous trouvez qu'il y a encore dans cette Copa América cette excitation avant la finale, peut-être, ou avant la confrontation entre Messi et Neymar? Et Alex, je te pose cette question. Moi, je suis d'accord avec ce que tu as dit, qu'on est un peu dans cette attente, tu vois, des matchs vraiment importants. Je pense que le format n'est pas très intéressant vu que sur 5 équipes, on a seulement une qui est éliminée. Je pense que rien que par exemple, si on fait 2 poules de 5, je pense que si on avait pris les 2 premiers et faire 2 demi-finales, je pense que ça aurait rendu la compétition plus compétitive et un premier tour plus intéressant. Ouais. Après, est-ce que c'est pas aussi un format temporaire vu que d'habitude, on sait qu'ils invitent des équipes soit d'Amérique du Nord ou du reste du monde. Par exemple, il y avait le Qatar il y a quelques années. Ouais. Et vu qu'avec le Covid, la pandémie, ils n'ont pas pu le faire. Mais en tout cas, pour ce format-là, ouais, je pense que ça aurait pu être mieux. Surtout par rapport à, comme tu l'as dit, l'Euro, où il y a un meilleur format. Et encore là, les 4 meilleurs troisièmes, ça n'a pas toujours plu. Mais toi, Romain, cette Copa América version style COVID, peut-être, qu'est-ce que tu en trouves? Qu'est-ce que tu penses? Déjà, je vais être bien honnête avec toi. On a beaucoup de ballons en ce moment, on a beaucoup de foot, quoi. Donc, on est un peu plus sélectif. J'ai pas regardé tous les matchs de la Copa América, je vais être bien honnête avec toi. Et pour une bonne raison, en fait, je me fais chier. C'est triste. Franchement, waouh, c'est une coupe continentale, ça. Bon, on est après Covid, je vais pas être méchant, mais qu'est-ce que
je sais pas. On a eu du football sud-américain beaucoup plus champagne que ça, beaucoup plus. J'ai du mal à m'y intéresser, j'ai du mal à. Je regarde hein, les highlights qu'on appelle les meilleurs moments, mais même là, les meilleurs moments, je suis pas sûr que c'est les meilleurs moments du football sud-américain qu'on voit là, quoi. Donc forcer des compétitions pour les forcer. Euh, je pourrais faire un petit parallèle avec l'Euro parce que l'Euro, on va en parler, mais il n'y a pas eu que des super matchs. Il n'y a pas eu que des matchs magnifiques où on a vu des buts et de l'engagement. Non, il n'y a pas eu que ça. Non. Donc, je serais moins difficile avec l'Euro, mais parce que peut-être aussi, personnellement, je regarde plus, donc je me sens un peu plus concerné. Mais la Copa América, moi, je la trouve triste, un peu quand même. J'attends alors, j'espère qu'elle va encore me faire mentir, et puis que on attend effectivement ce gros Brésil-Argentine ou ce Uruguay qui va nous emballer, ou le Chili qui nous sort un parcours. Je sais pas, j'espère. Mais là, pour l'instant, waouh, ouais, c'est pas du tout entertainment. Moi, tu me diras, Freddy, qu'est-ce que t'en penses? Moi, ça me fait penser aux qualifications où est-ce que tu sais que tout le monde, les gros vont passer, ou du moins c'est un championnat plus parce que tout le monde se joue. Mais ce Uruguay-Argentine de phase de poule, il vient pas me chercher. Alors que ce Portugal-Allemagne, oui, parce que il y a quelqu'un qui va peut-être sortir. Qu'est-ce que t'en penses, Freddy? Alors, je vais faire l'avocat du diable parce que bon, la Copa América, je la suis depuis environ 1993 et par essence, j'ai toujours trouvé ça boring le premier tour parce que il y a voilà, comme la plupart des gros, ils sortent et c'est à partir des quarts que ça commence à chauffer. Et donc pour moi, c'est une Copa América, tout ce qu'il y a de plus normal. Ce qui nous influence, c'est que cette Copa América, elle tombe une année d'euro, alors que par essence, les deux ne sont jamais la même année. Et donc, tu souffres du parallèle que, ok, dans cette Copa América, voilà, Neymar, Messi, Suarez versus, tu arrives en Europe, et l'euro, qui est un format encore plus élargi. Donc, ça te dit, et maintenant des Lewandowski, et maintenant des Gareth Bale, etc., etc. Tu ne peux pas comparer. Tu ne peux pas comparer du tout, du tout, du tout. Deuxième chose, cette Copa América pour beaucoup d'équipes, et je vais citer par exemple le Venezuela, l'Équateur, la Colombie, ça sert de laboratoire pour les qualifications. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quelques jours avant le début de cette Copa América, on a quand même un Argentine-Colombie, et l'intensité, c'est parce que c'est les qualifications de la zone sud. Un match qui finit finalement un partout, un partout ou 2-2, je me rappelle plus. Et boum, 5 jours plus tard, on enchaîne sur la Copa América. Et beaucoup d'équipes arrivent avec cette Copa América avec l'objectif des qualifications en septembre. Parce que il n'y aura pas de matchs amicaux, il y aura la reprise des championnats. Donc, pourquoi ces matchs ont l'air justement de matchs tactiques, fermés, où on ne se met pas tant en valeur, c'est qu'il y a beaucoup de tests. Je cite l'exemple de la Colombie, avec la polémique justement entre Rames, Rodriguez et son entraîneur, on le juge pas en forme, etc. On ne l'appelle pas, alors que bon, celui-ci sortait quand même d'une saison de bonne facture à Everton. Du côté de la Colombie, une Colombie qui, au moment où on parle justement, est en train de jouer contre le Pérou, c'est vraiment une équipe qui est en rodage justement pour les sélectionneurs pouvoir préparer un cadre où Rames ne serait pas disponible. Donc, les équipes sont dans leur laboratoire. Pourquoi? Parce qu'on sait que, prenez le classement de la zone sud, il y a le Brésil tout en haut et les matchs du Brésil ne souffrent d'aucune contestation. On le voit, ils ont une machine de guerre. Il faut tourner leur équipe, une équipe où tu peux te permettre de faire reposer Casemiro, tu fais rentrer Fabinho de Liverpool. Devant, c'est fourni, alors qu'on se rappelle qu'il y a 7 ans, le seul attaquant potable s'appelait Fred et son remplaçant s'appelait Joe. Et là, voilà, tu as des Gabigol, Gabriel Barbosa, Ressus, Firmino sur le banc. Donc, tu arrives, tu regardes les matchs, tu dis, OK, bon, c'est bon, vous, on a compris. Tout le reste, ça suit. Mais pour moi, cette Copa América, elle est le reflet de ces qualifications de la zone âme sud. Donc, tu regardes les équipes. La différence, c'est qu'avant, le Brésil et l'Argentine étaient au-dessus, puis le reste était bon. Là, j'ai l'impression que le Brésil et l'Argentine sont pas ouf et le reste est encore plus moyen. Mais moi, je te dirais, à la décharge, le Brésil est vraiment dessus. Dans les matchs que je vois là,
ça force pas du tout. Ouais. Il est vraiment au-dessus, mais ses adversaires sont vraiment en dessous. Plus qu'avant. Avant, il y avait cette histoire de grinta, de trucs sud-américains où je te dis, tu jouais l'Équateur, c'était un piège. Tu jouais tu jouais n'importe quelle équipe, c'était un piège. Maintenant, le Brésil claque tout le monde. Alors oui, ils sont bons, oui, mais ils sont fatigués pareil. Ils ont tous fait des énormes saisons en Europe, mi-Covid, il y en a eu. Ils ont tous eu des saisons extrêmement particulières et le fait qu'ils soient largement au-dessus en permettant de se faire tourner autant, c'est pas bon signe. Je pense pas. Mais à leur décharge, ils peuvent, leur équipe B peut te battre, l'équipe A de n'importe quel pays, ce que les autres pays n'ont plus en ce moment. L'Argentine, pendant longtemps, a eu pléthore d'attaquants. Un temps, on mettait Higuaín, un temps, on mettait Agüero. Maintenant, c'est Lautaro qui joue, Dybala ne joue plus. Quand tu regardes les autres postes, le joueur qui rentre, t'as encore, excuse-moi, mais pour moi, bon, voilà, Otamendi, bon, t'as Otamendi en défense centrale, et après, derrière, c'est des parfaits inconnus. Donc, pour nous qui les découvrons pour la première fois, on a l'impression que, bon, voilà, c'est moyen, etc. Mais comme je t'ai dit, Romain, dans moins de 365 jours, il faut se qualifier pour la Coupe du Monde, pour ces équipes-là. Donc, ces équipes-là, je te dirais que elles sont en rodage. Là où le Brésil, après avoir longtemps galéré, a eu Tite comme sélectionneur, et Tite, il a fait un travail de titanesque. Il a eu cette régularité au poste que les différents sélectionneurs du Brésil n'ont pas eu depuis des années. Et voilà, ça te donne justement un Brésil qui arrive et qui marche sur tout le monde. Derrière, tu regardes l'Uruguay, c'est encore Cavani 34 ans, Suarez 34 ans en attaque. C'est pas tout le monde qui a le réservoir pour se renouveler. On va jouer à un jeu qu'on n'a pas envie de jouer, mais on va le faire quand même. Le Brésil dans l'Euro, tu le situes où? Le Brésil dans l'Euro, pour moi, dernier carré, moi. Dernier carré. Ouais, dernier carré. Belgique, France et allez, Portugal ou Italie ou un truc comme ça. Ouais. C'est ça. Parce que c'est une intensité dès les débuts de match. Après, je suis d'accord, Romain, ce ne sont pas les mêmes équipes qu'ils affrontent. Mais lorsque tu prends joueur par joueur, ligne par ligne, c'est lourd. C'est vraiment lourd. T'as du Marquinhos, même chez les gardiens, t'as Alisson, le remplaçant c'est Ederson. Ok, tu vas me dire qu'au niveau de la France, de l'Italie, de l'Allemagne, ok, bon, on peut se permettre d'avoir ça. En défense, tu as du Marquinhos, Thiago Silva, du Danilo, on te rappelle même Daniel Alves, ok. Au milieu, c'est fourni, et devant, t'as Firmino qui essuie le banc. Mais combien d'équipes européennes rêveraient d'avoir Firmino aux avant-postes à la fin? Ils se permettent même de pas sélectionner le meilleur attaquant du monde. Ok, bon, il sélectionné, ça va. J'avais de revenir sur tout ce que tu as dit, Romain, qui est quand même intéressant. Je pense qu'il y a des échos que je me... Ok, c'est bon. Donc, tu as parlé un peu de la grinta qu'il y avait chez ces Sud-Américains. Et toi, Freddy, tu as parlé de ce calendrier qui fait que en ce moment, leur objectif, c'était d'abord la Coupe du Monde, la qualification, puis qu'ils sont dans une dynamique déjà de compétition Copa, donc ça peut jouer sur leur rythme ou quoi que ce soit. Moi, je me pose une question. Est-ce que toi, Romain, tu trouves que les Américains du Sud sont en baisse depuis de belles années, depuis de longues années, ou depuis seulement récemment, depuis 2020? Parce qu'en 2018, j'avais le même pressentiment que toi par rapport au club, aux équipes américaines, sud-américaines. Et finalement, en Coupe du Monde, ils m'ont prouvé que non, ils sont encore là, ils sont encore au-dessus, comme la Colombie. Bon, si c'est vraiment de l'Angleterre qui gagne un peu, la Colombie, moi, je l'ai trouvé supérieure. Alors, pas la dernière Coupe du Monde. Hein. Ouais, là, je parle de 2018. Ouais, la dernière Coupe du Monde, c'est plus les Européens qu'on domine. Oui, c'est sur des petits faits où est-ce que Colombie est pas censé battre l'Angleterre, mais sur ce match-là. Non, mais j'ai une réponse intéressante à ta question. Puis Freddy, c'est l'Uruguay, sans oublier l'Uruguay qui sort le Portugal. Ouais, justement. Freddy, il en a parlé tout à l'heure. Il nous a cité l'effectif du Brésil qui est hallucinant. Hein, on va se le dire sur le papier. Je crois qu'il y a que la France sur le papier. Je dis pas ça pour être chauvin, mais il y a que la France sur le papier qui est cette qualité-là. Le truc intéressant, si tu demandes est-ce que le niveau des Sud-Américains est à la baisse, je te dirais non. En Europe,
en Coupe d'Europe, ils sont toujours là, ils sont toujours. Voilà. On parlait de l'effectif du Brésil, hein, mais c'est vrai, l'Uruguay, si t'es Uruguayen, quand tu sais Cavani, même à 34 ans à Manchester, moi je le voudrais là encore dans n'importe quelle équipe, quoi. Ou les Gauthier, Mais en les- sélection, surtout dans une sélection dans une compétition qui les concerne que eux. Alors peut-être que c'est très personnel et que j'ai du mal vraiment à m'attacher à cette compétition, mais le foot que j'ai vu, il m'intéresse beaucoup moins. Les Sud-Américains que j'ai vus en sélection, ils m'intéressent beaucoup moins que les mêmes Sud-Américains, les mêmes joueurs dans leurs matchs en Europe. Alors est-ce que c'est parce que je suis plus sensible au foot européen, au foot de club? Peut-être, c'est possible et je le prends. Mais je sais pas, les matchs même en eux-mêmes, parce que derrière ça, dans un match, il y a du contenu. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est pas juste les joueurs qui sont sur le terrain, c'est la manière dont circule le ballon aussi. J'ai pas aimé, alors que l'Atlético de Simeone, bah j'aime bien quoi. C'est pas le foot qui me fait rêver, mais j'aime bien voir ça de temps en temps, tu vois, ça, je trouve ça génial, c'est le principe de Grinta, tu vois, le Sampaoli qui vient d'arriver à Marseille, je signe de suite, je vois le recrutement qui s'en vient, je signe de suite, y a pas de problème. Mais j'ai pas vu ça en Copa América, j'ai pas vu ce foot-là que je cherchais en fait. C'est peut-être que j'ai mis la barre un peu haute en fait. Moi, je trouve que l'argument de Freddy se tient dans celui où est-ce que vraiment le double compétition, le double projet était pas mal. Ben, pas mal. Il était compliqué peut-être dans la préparation. Mais là, je vais tous vous nommer, hein, je vais même mettre, je mets Freddy en premier, mais qui est pour toi, pour conclure aussi, le favori de cette Copa América, qui moi pour moi Brésil, mais aussi celui que tu penses qu'il va gagner, parce que c'est pas toujours la même chose. Brésil et Brésil pour l'instant, parce que il y a la qualité, il y a l'intensité, il y a la profondeur, parce que il y a un détail qui est important, les gars, c'est cette fameuse règle, et parce que Romain le souligne avec la France, même si la France a du mal à l'utiliser, c'est cette fameuse règle des 5 changements. Mhm. Quand tu as autant de qualité sur le banc et que tu fais tourner, et je pense qu'en ce moment, en Coupe d'Europe, les deux équipes qui l'utilisent le mieux sont l'Italie et la Hollande, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la Hollande, toujours, bah, ils ont failli se faire surprendre lors du premier match, mais quand ils plient le match vers la 65e, t'as d'aller Blin, allez hop, au banc. Allez, toi rentre, allez, toi un autre rentre. Ils ont failli se faire avoir. Le deuxième match, ils ont plutôt géré, et après, ça déroule. Alors que tu es une équipe plutôt moyenne, tu peux pas te permettre justement de renouveler ton effectif avec qualité. Donc, d'où le point de Romain qui se défend aussi bien de dire, ben, je trouve ça dur à regarder. Oui, c'est dur à regarder parce que l'équipe qui est plutôt moyenne, elle peut pas faire ses plans de match en disant, je vais mettre cette intensité parce que de toute façon, je sais que le remplaçant du remplaçant du remplaçant, il va apporter cette qualité. Et comme je te l'ai dit, je transfère ça au championnat d'Europe, tu regardes l'Italie, même avec une équipe bis, la démonstration qu'ils offrent en termes de qualité de jeu, pareil au niveau des Pays-Bas, les petits jeunes qu'on découvre à chaque fois, ben c'est là que tu te dis justement, ces différentes compétitions, c'est un peu une course aux armements. C'est qui va utiliser justement ces joueurs et pour permettre de jouer avant pour l'équipe de France. Ben, là, même si je m'égare un peu du sujet, quand un Dembélé blessé, ben là tu te dis bon c'est peut-être un peu compliqué, mais tu as encore de la marge. Tu as 26 joueurs, donc si tu as autant de qualité, je pense que tu as plus de chances de t'en sortir que quelqu'un qui pilote l'équipe de Suisse. Donc, transfère-le maintenant, Romain, à cette Copa América. Pourquoi c'est facile de dire Brésil? C'est parce que, voilà, tu regardes équipe A, équipe B, Uruguay. Ah ouais. Il suffit, comme dans chaque compétition, qu'on te dit, ah, Suarez est suspendu ou blessé pour le huitième de finale. Ah, c'est plus la même équipe et tout, et truc. Et là, tu te retrouves avec Suarez Cavani, 34 ans. Mais il y a qui derrière? Oui, t'as Bentancur derrière, t'as Valverde derrière, mais ils ont pas cette profondeur. Et pour moi, c'est ça qui joue sur cette Copa América. L'Argentine, on te dit Lautaro, et derrière le Kun. On a vu la saison européenne du Kun. Il a passé plus sur l'aile gauche du banc de touche que sur le terrain, mais c'est lui le remplaçant un peu de Lautaro, juste pour situer. Donc pour moi, c'est très évident au moment où on parle de dire Brésil, Brésil.
Et d'ailleurs, le Brésil qui champion de titre, mais sans Neymar, Neymar qui est à la recherche de ce titre, ainsi que Messi, il y aura un très beau duel. J'espère qu'on aura, malgré tout ça, un Brésil-Argentine dans les matchs à élimination directe. Ouais, moi, pour suivre Freddy, quand même, je dis le Brésil aussi. Je dis Brésil à l'expérience, mais je dis surtout le Brésil haut la main. Et je reste sur mon argument parce qu'il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. Alors oui, il y a une équipe double, oui, mais il n'y a rien en face. Alex, toi aussi, tu es Moi, sur Brésil? je suis d'accord avec eux deux. Brésil, je pense que c'est l'équipe qui est au-dessus pour l'instant. Après, on va voir, hein, parce que ça reste un format assez inintéressant pour l'instant. On va voir si ça se débloque un peu dans la phase à élimination directe, mais pour l'instant, ouais, c'est le Brésil qui est au-dessus. 3-0, 4-0, ça reste des scores qu'on a vu dans aucun autre match pour l'instant, et donc, ouais, je te dirais Brésil. Ça serait quoi la surprise? La surprise de la Copa? Ben, une surprise crédible, tu parles? Ouais, crédible, ouais, dans le jeu et puis Ouais. crédible quand même. Mais moi, je pense Oui. que dans le jeu, l'Uruguay, ils sont tellement versatiles. Un jour, je peux voir qu'ils jouent bien. Un jour, ils jouent à la Grinta. Un jour, ils jouent Simeone. Mais je trouve que c'est une équipe que j'aime vouloir gagner et je sens qu'ils peuvent battre tout le monde. Donc, ce serait une surprise parce que c'est pas le Brésil. Mais est-ce que c'est réellement une surprise quand t'as Suarez, Cavani, tout ça? Donc, je sais pas si c'est la troisième meilleure équipe ou la quatrième. Donc, est-ce une surprise? Je sais pas. Bah, surprise, dès lors que c'est pas le Brésil, pour moi, on est tous d'accord sur le Brésil. Donc si c'est pas le Brésil, c'est une surprise. Est-ce que ça me surprendrait que Messi gagne? Non, je pense qu'il a quand même il a quand même une équipe pour pouvoir faire quelque chose, mais encore là, ça m'étonnerait qu'il batte le Brésil. Ouais, donc ça me surprendrait aussi. Allez, moi je dis une petite pièce sur le Chili, encore, je suis généreux. Oui, comme j'ai oublié ce Chili, c'est vrai, je mets l'Uruguay et Colombie devant eux, mais Chili à jamais prendre à la légère, en effet. Est-ce qu'on se porte un peu sur cet euro qu'on trouve un peu plus entertaining, hein, on va se le dire entre nous, cet euro, où est-ce que, comme vous en parlez, hein, l'Italie poursuit son sans faute et une Italie qui va très très bien depuis cette deuxième mi-temps de premier match, parce que je tiens à dire que je pense pas que tout aurait été pareil si ils capitalisent pas sur leur deuxième mi-temps. Et là, ils ont capitalisé. On voit une équipe incroyable. Et honnêtement, l'Italie, c'est peut-être l'équipe en forme du tournoi. C'est peut-être la seule avec 3 matchs aussi. Un groupe qui peut aussi leur permettre d'être comme ça. Alex, je te donne la parole sur ce titre. Ouais, bah l'Italie pour son sans faute, parce que comme tu l'as dit, je pense que c'est quand même si c'est vrai que c'est une des seules équipes qui a joué 3 matchs pour l'instant, c'est sans doute l'équipe qui a le mieux joué en termes de régularité sur le tournoi. Et avant l'Euro, on a beaucoup parlé des favoris avec toutes ces grosses stars. On a parlé de la France, de la Belgique, l'Angleterre, le Portugal. Et finalement, on a peu parlé de l'Italie. À part Freddy. Ouais, Freddy avait mentionné le milieu de l'Italie, je me rappelle. Ouais. Et pourtant, je pense qu'on aurait dû quand même, parce que l'Italie, c'est quand même 30 matchs sans défaite en ce moment. Ils viennent avec la victoire aujourd'hui contre le Pays de Galles, ils ont égalé leur record qui datait de 1930. Ils sont à 5 matchs du record de l'histoire, qui est détenu par le Brésil et l'Espagne, qui est de 35 matchs. C'est-à-dire que si ils gagnent l'Euro et qu'ils gagnent peut-être, je crois, le match ou les deux matchs d'après, ils battraient ce record. C'est quand même quelque chose de très impressionnant. Ils ont plus perdu depuis septembre 2018. En plus, dans ces 30 matchs, il y a très peu de matchs nuls. Il y a 25 victoires, 5 nuls. Là, ils sont sur 11 victoires d'affilée, 32 buts marqués, 0 encaissés. C'est très fort en ce moment. Et quand on voit ces stats, je trouve que quand on y pense, c'est choquant à quel point on n'en a pas assez parlé et on les a mis dans des catégories un peu d'outsiders, mais on aurait dû les mettre dans des favoris. Là, pour moi, l'Italie, c'est un gros favori dans un top 3, je pense, des favoris pour l'instant de l'Euro. Et voilà, et là, sur le tournoi, 3 matchs, 7 buts marqués, 0 encaissés. C'est sans doute la meilleure défense. Je pense que la France a une grosse défense aussi, mais n'a peut-être. Là, ils l'ont montré contre l'Espagne, pas complètement contre la Hongrie, mais je pense, ouais, l'Italie a une grosse défense, comme je dis, peut-être la meilleure. William, je te coupe, mais tu parles de la défense, mais Locatelli, Barella au milieu de terrain et celui de Chelsea, là, Jorginho, ce trio-là, ils marquent des buts, ils en prennent pas beaucoup, mais au milieu de terrain, waouh, qu'est-ce que c'est beau. Non, mais pour moi, c'est une équipe qui est complète. Comme tu as dit, le milieu, on peut parler de l'attaque aussi. Voilà, Immobilier, il a beaucoup été critiqué en équipe d'Italie. Là, il a 2 buts, une passe D, je crois. Insigne qui joue bien, Berardi aussi. Tout le monde remplit son rôle. Donc ouais, ils sont dangereux en contre.
Ils sont très rapides dans tout ce qui est les transitions offensives. On l'a vu, ils ont vraiment tué certaines équipes dans le match contre la Suisse, le match contre la Turquie. Sur les contres, ils sont très très dangereux. Et après, ils sont tous généreux dans les efforts. Il n'y a pas de star. Donc tout le monde joue en équipe. Et après, ils sont efficaces offensivement. Voilà, c'est des tueurs un petit peu, quoi. Si ça rentre pas, ça passe pas loin. Donc c'est très bien. Je pense que c'est une équipe qui a beaucoup de bons, voire très très bons joueurs. Donc comme je l'ai dit, qui a pas de star et ils jouent en équipe, quoi. Ça se voit. Et ils reposent pas sur certaines individualités comme certaines autres grosses nations. Et ça, c'est très important. Parce qu'il suffit d'un jour un peu moins bon de certains joueurs et directement une équipe elle peut vite baisser son niveau. Et l'Italie, je pense que c'est pas le cas. Donc ça c'est important, surtout quand on va avancer dans le tournoi. Et ils ont aussi une grosse profondeur. On a vu aujourd'hui, il a fait 8 changements et il a fait tourner. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important dans un tournoi, dans une grosse compétition internationale, de faire tourner son groupe. Ça a bien fonctionné. En plus, on l'a vu aujourd'hui. Ils ont gagné 1-0. Ils ont bien joué. Tout le monde a rempli son rôle, quoi. Et voilà, je vais donner un exemple. Il fait rentrer Sirigu à la 89e. Donc, beaucoup de gens se sont demandé pourquoi. Est-ce que c'est un manque de respect? Tu mènes 1-0, l'autre équipe joue à 10. Mais je pense que c'est quelque chose où Roberto Mancini, et je veux vraiment lui donner du crédit parce que je pense qu'il en mérite beaucoup, il mesure l'importance du groupe et que tous les joueurs se sentent concernés. Il a aussi dit, Alexandre, par ailleurs, Mancini avait été au Mondial 90. J'allais mentionner, ouais. J'avais mentionné ça. Ouais. Qu'en fait, juste pour finir, merci Freddy, l'histoire, que Roberto Mancini avait été sélectionné au Mondial 90 et il n'avait pas joué. Et il a dit que c'est son plus grand regret en tant que joueur, son plus grand regret de sa carrière. Donc on voit comment ça l'a atteint et il veut pas reproduire ça maintenant qu'il est entraîneur. Et je trouve que c'est une super chose parce que voilà, c'est important que tous les joueurs sont concernés. On l'a vu la dernière compétition internationale, la Coupe du Monde, comment la France avait très bien marqué. Tout le monde a joué à part Rami et Areola, si je me trompe pas. Thauvin aussi, il me semble. Et Thauvin, il était rentré à la fin de l'Argentine. Il avait joué quelques minutes, mais très peu. Mais bon, à part ces 2-3 joueurs, tout le monde avait eu un rôle plus ou moins grand, et c'était important, je pense, parce que tout le monde se sent concerné. Et dans des grandes compétitions qui durent avec la préparation parfois 1 mois et demi, 2 mois, c'est important qu'il y ait un bon esprit. Et ça c'est un gros facteur. Dans la mesure du possible, toujours. Hein? Dans la mesure du possible. C'est ça. Et après, pour revenir un peu sur leur performance, je pense que si on arrêtait l'Euro aujourd'hui, on aurait 2-3 Italiens dans l'équipe type du tournoi. Je pense notamment Spinazzola arrière gauche, peut-être Locatelli ou Barella au milieu de terrain, peut-être vouloir mettre en valeur un Bonucci ou Donnarumma pour leur défense, parce que c'est 0 but encaissé. Donc je pense qu'on en aurait plusieurs et ça montre à quel point l'Italie réalise pour l'instant, c'est sûr qu'ils ont joué 3 matchs, mais réalise pour l'instant le meilleur démarrage en phase de poule de n'importe quelle équipe. Et voilà, je pense qu'on parlait pas beaucoup d'eux parce qu'ils n'ont pas beaucoup de stars, comme je l'ai dit. Et ça m'a fait penser un petit peu à Chelsea, parce que quand il y avait les demi-finales de Ligue des Champions, bon, on avait Manchester City, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et Chelsea. Et on a parlé que des équipes avec les stars. Donc on a parlé du Real, du PSG, de City, eux ils peuvent le gagner, mais eux aussi. Finalement, on a un peu parlé de Chelsea, l'équipe qui joue en équipe sans grosse star, à part Kanté, et c'est eux qui ont gagné au final. Donc est-ce que ça ne peut pas se reproduire ici à l'Euro? Et juste, je dirais pas qu'ils n'ont pas d'autres stars, juste pour revenir sur certains de tes points, là, je dirais pas qu'ils n'ont pas de stars, parce que je trouve que c'est un peu un manque de respect pour des gars comme Insigne, Immobilier ou des gars. Donc le mot star, peut-être ce que tu disais l'autre fois, c'était des joueurs de classe mondiale. Là, peut-être, ok, mais stars, ils sont non. Genre dans le mot star, c'est vraiment, tu sais, c'est ouais, comme l'autre fois. Vraiment médiatisé. Quelqu'un qui est vraiment médiatisé. Par exemple, et comme je l'ai dit, c'est une équipe qui est remplie de très bons joueurs. Ouais. Mais tu sais, ils n'ont pas des mecs, par exemple, qui sont vraiment médiatisés, comme on peut dire en France, Mbappé, Griezmann, Benzema, Ronaldo au Portugal, Bruno Fernandes,
En Belgique, Lukaku, De Bruyne, Hazard, c'est des joueurs dont on parle tout le temps. Mais ça ne les empêche pas d'avoir des joueurs, des très très bons joueurs, et certains joueurs qui risquent de partir dans un gros club, sans doute après la compétition, dans un encore plus gros club. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis là. C'est intéressant ce que tu dis là parce qu'il y a quand même encore des joueurs qu'on découvre dans cette équipe. Tu sais, je parlais de Locatelli, Barella, ils ont fait une super saison en Italie. On n'a pas été à fond derrière. On regarde, on suit ce qu'on peut du championnat, mais là, c'est quand même le spotlight pour ces joueurs-là, quoi. C'est impressionnant. Moi, Locatelli, Barella ou Jorginho, c'est moins une surprise quand même. Mais Locatelli, Barella, et puis même, tout à l'heure, tu parlais d'un arrière droit, je crois aussi, qui était vraiment. Arrière gauche, ouais, Spinazzola. Arrière gauche, Spinazzola aussi. Lui, c'est pareil. S'il n'y a pas un euro, c'est quoi son coup de projecteur, quoi? Ouais. Il est où? Il est au Torino, non? À Naples, Il je était à crois. la Juve il y a un an. Spinazzola? Si je me trompe pas, il n'est pas quitté de la Juve. C'était pas un des jeunes qui était défenseur latéral, là, à moins que je me trompe avec un autre Ouais, club. il a été formé à la Juve et il joue à Rome, pardon. À l'AS Mais Rome. tu sais, chez les Italiens, déjà, le fait qu'ils aiment jouer dans leur championnat, ça fait que leur médiatisation n'est pas des fois doublée à force de jouer dans d'autres championnats. Ils aiment leur championnat qui est bon et qui se relève déjà. Mais il y a aussi une chose, c'est que depuis, même, tu me corrigeras, Freddy et Romain, si vous étiez un peu plus dans la dynamique, plus vieux, mais en 2000, quand ils vont en finale, oui, à partir des demi, on se dit, OK, attention, je sens qu'ils vont gagner. Mais j'ai l'impression qu'à chaque début de compétition, on sous-estime toujours un peu l'équipe d'Italie. Les Del Piero, les Totti, oui, on reconnaît que c'est des gros joueurs, mais c'est, comme tu dis, ils sont pas médiatisés comme les Henry ou les gars qui sont à peu près à leur poste, au même poste. Même Podolski. Avant, quand même. J'ai l'impression qu'ils étaient même plus médiatisés en 2006 que les Italiens. Pirlo, je trouve qu'il est un gars médiatisé, hein, mais tellement pas assez par rapport à un Xavi ou par rapport à un Patrick Vieira ou les milieux des autres équipes. Fait que les Italiens, j'ai l'impression qu'on les sous-estime toujours en début de compétition. Comme en 2012, je pense pas qu'on les voit aller en finale, jusqu'à ce que la quart de finale commence et qu'on a vu que leur groupe stage était quand même très intéressant et que là, on se dise, OK, l'Italie peut aller tout droit. 2006, je suis pas sûr que les gens votent l'Italie. 2012 non plus quand ils vont en finale. Cette année, là, maintenant, gros groupe stage, fait qu'on y pense, mais on l'aurait pas dit avant la compétition, à mes yeux, malgré les 35 matchs ou les 30 matchs. Et là, c'est en 2000, c'est là que je vous pose la question. Est-ce qu'on aurait pu le dire avant la compétition? Moi, je pense qu'on parlait surtout des Pays-Bas et de l'équipe de France en 2000. En 2000, quand même, on sort de l'Italie des années 90. C'est un phare du football européen, quoi. C'est magnifique. C'est ce qui se fait de mieux, le championnat du monde où toutes les stars se rejoignent, c'est en Italie. Donc en 98, l'Italie a attendu de pied ferme. En 2000, ils ont encore une équipe d'extraterrestres. On en parle beaucoup parce qu'il y a quand même beaucoup de Français qui sont en Italie à cette époque-là, hein, des Trezeguet, des Zidane, des Deschamps, des Thuram. Toute notre défense est en Italie. Henry, les milieux de terrain récupérateurs sont en Italie. Non, l'Italie des années 2000, elle a quand même beaucoup plus de projecteurs que l'Italie aujourd'hui, qui est un peu plus une surprise. Alors c'est toujours une question de génération aussi, tu sais, ça passe, ça vient. Il y a des joueurs phares aussi. 2006, je pense que tu as raison, on ne l'attend pas spécialement parce qu'elle s'est cassée la gueule en 2002 et tout le monde a dit en 2002 c'est la fin d'une génération et tout ça, et c'est vrai qu'en 2006 c'est un petit peu comme la France, on a ces deux équipes en finale, je pense que peut-être que Freddy nous corrigera là-dessus, mais France-Italie en 2006 on ne l'attend pas forcément d'aucun côté, quoi. Nous on vient juste de récupérer Zidane et Makelele, et l'Italie a pas spécialement brillé en 2004, a pas spécialement brillé en 2002, on les attend pas spécialement, je sais pas ce que tu en penses toi, Freddy. Ben, le chic de l'Italie, en fait, c'est chaque fois que tu les attends, ben, ils te déçoivent, tout simplement. Ouais. Et quand tu les attends pas, ben, c'est là qu'ils progressent. Je sais qu'en 90, ils étaient chez eux. Bon, ils perdent en demi-finale. 92, ils vont même pas à l'Euro. Ils sont sortis en poule dans un groupe où il y a l'URSS, Chypre, la Norvège. 94, ils sont dos au mur parce qu'ils perdent le premier match contre l'Irlande, et c'est après réduit à 10 contre la Norvège. Ils gagnent après Festival Baggio, ils les emmènent loin. 96, ils sortent au premier tour dans un groupe où il y a la République tchèque, c'est le début des Nedved et tout, et c'est surtout un groupe où il y a l'Allemagne, pas foutu de battre les Tchèques, juste ils ont pu battre les Russes, etc. 98, ils arrivent bien pompés et tout, mais ils tombent sur une équipe de France italienne. 2000, c'est un peu plus le profil bas parce que Buffon se blesse avant la compétition. T'as raison ce que tu viens de dire. C'est bon ce que tu viens de dire, une équipe de France italienne, parce que en 2000, en 98, ils ont un petit peu gagné quand même l'Italie. Hein, excuse-moi, mais c'est ça.
À une C'est ça, seconde près, et encore là, c'est tout le championnat italien de la France qui a réussi à. c'est ça. C'est ça. 2002, scandale coréen. On repasse dessus, mais c'était une Italie qu'on attendait, mais qui jouait mal. Dès qu'ils La main menaient de au la score, Corée ils du ont. Sud aussi, non? Il n'y a pas une main, Comment? une histoire de main, un penalty non sifflé, une histoire de main de la Corée du Sud ou un but hors Totti jeu prend un ou... rouge. Totti prend un rouge, arbitrage maison. 2004, bon, Totti, on en parle, le petit crachat sur Poulsen. Ah oui, c'est vrai. 2006, c'est profil bas, ils vont au bout. 2008, ils arrivent tout pomper, les Pays-Bas les gifles, même si après ils sortent contre l'Espagne. 2010, ils sortent au premier tour. 2012, on les attend pas, ils font bien. 2014, Premier tour. Je pense et que Uruguay, voilà. 2016, Angleterre aussi. voilà, Même pas ils ont une qualifié. équipe. Et Ouais. regarde, rappelez-vous, 2016, l'Italie aussi, ils ont le plus beau match du tournoi, ce match contre l'Espagne, ainsi que ce match contre la Belgique où ils réduisent toutes les équipes à néant. Et pour revenir justement sur le point d'Alexandre, il n'y a pas de turnover, donc des joueurs, par exemple, comme Kandreva se blesse et puis au fur et à mesure de la compétition, ils baissent en régime. Ouais. 2018, on se dit l'Italie c'est bon, ils se qualifient pas contre la Suède. Donc, l'Italie, c'est ça. Pour moi, l'Italie, c'est ça. C'est ils adorent arriver dans le costume de l'outsider qui monte en puissance et qui, à la fin, est souvent sorti par une équipe qui, pour moi, va imiter leur jeu. Donc, je reprends cette France de 98-2000, je reprends cette Allemagne de 2016 qui a littéralement copié le système de jeu de l'Italie pour les pousser au tir au but pour les sortir. Et voilà, c'est pour moi, c'est une Italie aujourd'hui qu'on a, comme Alexandre le souligne bien, remplie d'outsiders qui voilà, qui jouent leur va-tout. Je vais pas dire qu'ils jouent non plus comme on dit, des transferts dans des clubs élites, mais je dirais pourquoi pas, parce que lorsqu'on parle de, par exemple, de Barella et tous ces petits potes interistes, Bastoni et compagnie, l'Inter cherche à dégraisser. Faut pas qu'on oublie, hein. Avant le 30 juin, l'Inter doit en guillemets, se débarrasser de beaucoup de joueurs pour faire rentrer des liquidités. Donc, ceci explique quand même un peu cela. C'est une très bonne opération pour se mettre sur la carte. Et quelle que soit l'issue de l'Euro pour cette équipe d'Italie, beaucoup de joueurs qu'a cité Alexandre en ressortiront gagnants sur le mercato. Et d'ailleurs, ouais, je te redonnerai la parole, excuse-moi, Alexandre, mais je veux juste simplement spécifier que le championnat italien est très grand gagnant aussi de cette peut-être la belle performance des Italiens, mais aussi le transfert de Ronaldo juste avant, le fait qu'il participe bien en Ligue des Champions, c'était pas mal, qu'il soit un nouveau champion d'Italie. Maintenant, l'Inter est redevenu un peu conquérant, le Milan AC aussi. On retrouve une Italie et je pense que en club, ça peut pousser à ce que l'équipe nationale soit encore plus forte, sachant qu'il y a le Napoli et Insigne qui sont toujours Atalanta. Vraiment, un championnat italien, il revient au top, là, les championnats italiens. Je t'ai coupé, Alex. Ouais, c'est un bon point, Claude, parce que je pense que c'est une des raisons d'ailleurs pourquoi ils ont été peut-être sous-estimés. C'est toute cette lumière sur la Serie A qui maintenant va changer. Et juste pour finir, parce que Claude, tu as parlé tout à l'heure de l'Italie et quand ils sortent des poules. La dernière fois qu'ils ont gagné leurs 3 matchs de groupe, c'était à l'Euro 2000 et ils sont arrivés en finale. Donc, ça donne un petit peu une idée. Voilà, Freddy a énuméré tout le parcours qu'ils ont fait depuis 90. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ils n'ont pas encore joué une grosse équipe, mais j'ai hâte de voir ça. Il y a un quart potentiel contre le gagnant du groupe B, c'est-à-dire la Belgique. Donc, on a peut-être un Italie-Belgique en perspective en quart de finale. Et ça peut être un très, très beau match. Pronostic rapide, Italie-Belgique? Moi, je pense que ça va pas se faire parce que les deux vont être gagnants de leur groupe. Donc, j'imagine. En fait, mais en quart, tu sais, parce qu'ils se jouent en huitième. Okay. Et en quart, t'as 6 équipes qui jouent 6 équipes qui se jouent entre eux, c'est des vainqueurs de groupe, normalement, et puis t'as 2 autres équipes. Lukaku face à l'Italien, je sens qu'il va se plaire. Je pense que l'Italie, pour l'instant, je donnerais léger avantage à l'Italie parce que ils ont jamais été mis en difficulté pour l'instant par une équipe. Alors que la Belgique contre la Danemark, la première mi-temps, ils ont souffert. Après, De Bruyne, quand il est rentré, ça a tout changé. Il a été fantastique, hein, comme d'habitude. Mais il y a eu cette mi-temps où ils ont été. Mais dis-toi quand même que contre l'Italie, il y aura De Bruyne, je pense. Ouais. Pour moi, cette Italie, pour qu'elle se fasse sortir, il faut une équipe comme elle,
Et dans ce registre-là, je vois les Pays-Bas. En termes de no-name, en termes de jeu clutch, je vois bien, L'Angleterre, les Pays-Bas. c'est des no pour moi, c'est pas que c'est des no-names, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de star non plus. C'est des collectifs qui doit gagner grâce à son collectif. Mais bon, après, il y a Harry Kane et tout ça, mais j'ai l'impression que la Belgique, ils peuvent battre aussi l'Italie. L'Italie, ils seront bien forts, ils peuvent battre tout le monde, mais j'ai l'impression que c'est pas tout le monde peut les battre aussi dans ces grosses équipes. Moi, un Croatie qui vient et sort des gros, ça m'étonnerait pas. Je trouve encore que, bon, peut-être pas la Croatie qu'on voit à la télé là présentement, mais Croatie, ça reste toujours une équipe difficile à jouer quand ce sera les moments à élimination directe. Donc, l'Italie, est-ce qu'ils peuvent battre tout le monde? Moi, je n'y crois pas trop. Je sens qu'ils vont se faire arrêter. Passons par contre à cette équipe des Pays-Bas dont vous parlez, elle aussi comme une équipe surprise. C'est Félix qui, Joe Vallée, excusez-moi. Les Pays-Bas seront-ils la surprise de cet Euro? On avait parlé de la Pologne, Cendrillon. Je pense qu'on s'est révisé, hein. Je pense qu'on est retourné un peu dans la réalité. La Pologne, ils passent pas le huitième. J'imagine qu'on, à voir, à suivre. Mais cette équipe des Pays-Bas, jeune, avec des remplaçants toujours aussi bons que ceux qui rentrent. Eux, je sens qu'ils vont faire un transfer market après cette Euro, où est-ce que, bon, comme d'habitude, ils vont vendre des jeunes en pépites. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe des Pays-Bas qui, à chaque compétition, rayonne par leur beau jeu, mais là, il faut aller chercher un titre. Je vais mettre quelqu'un sur scène, évidemment. Freddy, c'est Pays-Bas. Les Pays-Bas, pour moi, ils ont été flamboyants par séquence, avec beaucoup de jeunes pépites qu'on adore découvrir. C'est ça qui est passionnant avec les Pays-Bas, c'est toujours des noms pour les profanes, les néophytes, imprononçables au premier abord et qu'après on se plaît à découvrir, comme Dumfries, comme Bergast, j'espère que je prononce bien le pronom, beaucoup de jeunes lancés par De Boer, et un système de jeu bien articulé, et autour de Vrij, d'Aleblin, et avec le revenant Stekelenburg dans les buts. Stekelenburg qui était de la finale de la Coupe du Monde 2010 là, avec les Pays-Bas. Et donc c'est ce petit style de jeu qui avait été décrié du côté des Pays-Bas de Boer. On le disait, il y avait des tracts, please, revenez au 4-3-3, etc. Mais de mémoire, dans un passé récent, chaque fois que les Pays-Bas avaient une formation un peu ugly sur le papier, ils sont allés loin. 2010, ça jouait pas bien du tout. Ils se sont rendus loin. 2014, c'était une équipe de contre. Ils se sont rendus loin. Et à chaque fois qu'ils ont voulu faire le football champagne, un syndrome dont souffre en ce moment l'Espagne, mais on y reviendra, ils se sont même pas qualifiés à la Coupe du Monde. Donc, je pense que De Boer, qui est de l'école Ajax, il a un peu compris la leçon. Et en ce moment, ils nous font des matchs où c'est de l'efficacité pure et dure. Et pour moi, c'est ça qui est passionnant pour ceux qui regardent les matchs des Pays-Bas, c'est que tu te dis, le nouvel entrant, c'est qui on te dit toujours Depay, mais voilà, c'est un autre qui marque un but. Et chaque fois, un peu comme à l'instar de l'Italie, les buts viennent d'un mouvement collectif. C'est que Romain Alexandre dit que il n'y a pas dans toutes les équipes, donc pas trop d'exploits individuels qui sont réalisés, mais des bijoux, des buts qui sont des bijoux de maîtresse collective, qui pour moi font des Pays-Bas une équipe aussi intéressante à regarder que l'Allemagne du deuxième match, la Belgique et bien entendu l'Italie. Ouais, déjà, c'est ça. Alex, tu vas conclure, mais tu vas enchaîner avec ça. Dans ces équipes comme les Pays-Bas, je vais voir, fermez vos micros, les gars, en attendant. Dans ces équipes qui on pense comme surprise, il y a ces Pays-Bas et il y a pour moi aussi cette Angleterre, il y a peut-être cette Belgique sur laquelle on est doute. Est-ce que toi, tu vois ces Pays-Bas être une équipe qui peut se placer dans le dernier carré et qui peut peut-être sortir des équipes comme la France qui semblent déjà aguerries ou des équipes comme le Portugal ou l'Allemagne qui semblent sûrement sur de leur force? Bah, c'est intéressant que tu parles de ces équipes-là parce que Freddy a très bien parlé de l'équipe, mais moi j'ai envie de me concentrer un peu sur le tableau des huitièmes, des quarts et tout ça.
Et si on regarde le tableau, s'il y a un meilleur troisième dans le groupe de la France, de l'Allemagne et du Portugal, donc un des trois, en huitième, il jouerait soit la Belgique, soit les Pays-Bas. Donc, si ça tombe sur les Pays-Bas, admettons par exemple que les Pays-Bas jouent soit la France, soit l'Allemagne, soit le Portugal, je pense que dans les trois cas, les Pays-Bas ne partent pas favoris. Je pense que ça va être dur. Maintenant, à voir. Je mettrai pas ma pièce dessus. Mais si jamais il passait, il y a un quart potentiel contre le Pays de Galles et un autre deuxième. C'est-à-dire que si tu passes ce huitième-là, tu peux aller en demi-finale. Voilà, tu as un parcours assez faisable jusqu'en demi-finale. Donc voilà, pour moi, c'est ce huitième-là, s'il tombe sur un des gros que j'ai dit, où je les verrais pas complètement passer. Maintenant, s'il tombe pas sur une de ces trois équipes, du coup, de ce groupe-là, et qu'il tombe sur peut-être un autre troisième, ouais, je pense qu'il peut vraiment battre ce troisième et après gagner. Parce que ce qu'il faut regarder, c'est que il y a 6 groupes et dans le quart de finale, il y aura 8 équipes. Donc il y a 2 vainqueurs de groupe qui ne vont pas jouer un vainqueur de groupe normalement dans le quart de finale. Et ça, c'est le vainqueur donc, du groupe F, donc de la France, l'Allemagne et le Portugal, et donc des Pays-Bas, vu qu'ils ont gagné leur groupe. Donc, comme j'ai dit, s'ils gagnent ce huitième, ils pourraient aller jusqu'en demi-finale. Après, même s'ils gagnent ça et s'ils arrivent en demi-finale, je ne les vois pas aller plus loin. Tu ne vas pas aller plus loin. Et toi, Moi, les Pays-Bas, non. Moi, les Pays-Bas, pour moi, c'est une partie de football manager qui s'arrête jamais. Okay. À chaque compétition, surtout européenne, ils nous sortent des noms, ils nous sortent des bons joueurs, hein, Van der Vaart, Engeland, Schneider, des bons joueurs qui ont été bons. Schneider, mis à part, Schneider, très très bon joueur. Mais des Engeland, des Van der Vaart, des Affelay. Vous les connaissez tous ces joueurs-là, là? Ils sont où aujourd'hui? Ils sont jamais rien gagné. Donc, les Pays-Bas, mais oui, c'est toujours beau et c'est toujours excitant en poule, je sais, mais non. Ah ouais, donc encore une fois, une année sans titre, ben après, c'est pas grave, hein, ils sont pas les favoris, mais tu le Ah, vois. je peux me tromper, hein, y a pas de problème avec ça, mais pas armé. Comme disait Alexandre, à un moment donné, ils vont tomber l'Allemagne, ils vont tomber un vrai, à un moment donné, et puis comme à chaque fois qu'ils tombent contre un vrai, bah, ça passe pas. Prési, tu confirmes c'est dit sur les Pays-Bas. Est-ce qu'ils semblent moins optimistes que toi? Je peux pas donner tort à Romain sur ce sujet-là. Beaucoup de joueurs se sont révélés du côté des Pays-Bas lors des Euros, lors des Coupes du Monde. Et puis les Pays-Bas, ils traînent derrière eux comme une épée de Damoclès, cette image de perdant. Je vais pas dire perdant magnifique parce que des fois ils vont souvent mal jouer, mais cette image de perdant. Donc pour moi, c'est dans le lot des outsiders et dépendamment de leur chemin jusqu'à la finale, c'est voir ce que ça donne. Par contre, Romain, je te dirais que si ces Pays-Bas se retrouvent en finale, quel que soit l'adversaire, ils vont jouer à fond. Pour moi, ils ont une chance. Ils ont une chance parce que pour moi, ils sont dans le même bateau que l'Italie, à savoir que je vois pas de star. Je vois vraiment un collectif pour une fois. On parle d'une équipe où Robben, il a proposé ses services pour revenir et Debourg, il a dit non. Et étant un fan fini d'Ariane, j'étais comme, bon, voilà, il aurait pu apporter un peu d'expérience. Les gars comme Bergwijn de Tottenham n'ont pas été pris pour d'illustres inconnus. Donc, pour moi, il rentre dans cette catégorie, Romain, de personnes qui ont besoin de cette vitrine pour faire éclater leur talent et avoir une confirmation. Donc, la lumière a été mise sur Depay. Est-ce qu'il est décisif? Mais après, il y a vraiment une machine collective qui, pour moi, selon bien entendu qui il rencontre, parce que c'est sûr que tu me dis un Pays-Bas-Italie, je te mets l'Italie devant, tu me dis un Allemagne-Pays-Bas, d'après la prestation que les Allemands ont sorti contre les Portugais, tu me dis même un Portugal-Pays-Bas, je te dirais, je te mets quand même le Portugal en termes d'expérience. Okay. Donc, ça va dépendre de leur parcours. Si en huitième, si tu mets en Angleterre, Pays-Bas, c'est l'Angleterre. En fait, c'est ça le problème, c'est que les Pays-Bas, je veux bien, mais à chaque fois que tu mets une équipe à côté, tu dis toujours l'autre équipe. Ouais. Ah non, ne parle pas de l'Angleterre. Parce que l'Angleterre, pour moi, c'est les 10 premières minutes contre la Croatie où ils m'ont bluffé dans la lignée de Chelsea. Et depuis, je sais pas si vous voyez, mais il y a une image qui circule sur les réseaux sociaux, c'est
ce petit solo de Sterling qui dribble alors qu'il y a son ailier qui attend le ballon. Ouais. Et pour moi, l'Angleterre est redevenue comme l'Angleterre. Je veux dire, Angleterre-Écosse, c'était ennuyeux. C'était ennuyeux. Donc, si avec cet ennui, ils peuvent se rendre loin, tant mieux. Mais au niveau du spectacle, tu me demandes s'ils m'ont convaincu, s'il faudrait mettre une pièce sur eux. Non, juste Non. sur un Angleterre-Pays-Bas, tu prendrais largement les Pays-Bas? Je prendrais largement les Pays-Bas parce que je cherche encore dans cette Angleterre le gars clutch. Ouais, on l'avait avec Kane à la dernière Coupe du Monde. Là, je le cherche dans cette équipe. Pour moi, je me dis, si l'Angleterre est menée au score par une équipe au stade des huitièmes, quarts de finale, je me demande encore comment ils vont revenir avec cette qualité de jeu famélique, excuse-moi, qu'ils ont affiché contre l'Écosse. C'est peut-être que pour leur dernier match, ils vont me faire mentir, je l'espère. Mais pour l'instant, pour moi, l'Angleterre, c'est off. C'est complètement. Et s'ils se qualifient, tant mieux, mais c'est une équipe que je souhaite voir dehors. De par les joueurs qu'ils ont. Ok, ça c'est différent. Ah oui, de par les joueurs qu'ils ont, par la qualité du spectacle qu'ils donnent. Là, Romain, tu disais Pays-Bas. Oui, on en a marre qu'ils perdent. Mais Angleterre, qui toujours, oui, meilleur championnat du monde. S'ils veulent me faire mentir, c'est l'occasion. C'est l'occasion pour eux de me faire mentir en allant jusqu'au bout cette fois-ci. Et quand je dis jusqu'au bout, je leur souhaite minimum demi-finale. Je vais vous embêter sur un dernier sujet avant de conclure, les gars. Cette équipe de France dans laquelle il se passe des choses. En ce moment, il y a eu ce mauvais match, cette attrape face à l'Hongrie. On a Benzema qui n'a pas encore marqué. On a des trucs comme ça qui font en sorte que ce groupe F est incroyable parce qu'on ne sait pas s'il y a quelqu'un qui va sortir, s'il y a un gros qui va se faire attraper dès les groupes. J'aimerais savoir qui seront, d'après vous, les deux premiers de ce groupe. Et est-ce que ça se basera sur ce dernier match entre Portugal et la France ou vous voyez ces deux équipes se qualifier? Donnez-moi un peu vos deux favoris pour ce groupe et on conclura là-dessus. Et si vous avez un commentaire sur Karim Benzema, donnez-le aussi parce que beaucoup s'interrogent, est-ce qu'il joue bien, est-ce qu'il joue mal, est-ce qu'on doit absolument juger par les buts? Je commence avec toi, Alex. Pour les deux premiers, je vois France-Allemagne. Pour moi, c'est les deux équipes pour l'instant qui ont le mieux joué. La France qui avait fait un gros match contre l'Allemagne. Pas pareil après contre la Hongrie. Mais l'Allemagne, pareil, qui a fait un gros match hier contre le Portugal. Pour ce qui était, je sais pas si vous êtes d'accord, pour l'instant, je pense que c'est le meilleur match du tournoi. Et après, par rapport à Benzema, je pense que le truc, c'est que quand tu joues avec un joueur comme ça, tu as besoin de. C'est tellement différent de ce que les joueurs avaient l'habitude avec Giroud que tu dois avoir des automatismes. Et le truc, c'est qu'ils ont eu tellement peu de préparation. Griezmann l'a dit hier, c'est notre 4e match ensemble. Voilà, c'est court pour vraiment trouver des automatismes. Et voilà, est-ce qu'ils vont le trouver au fur et à mesure de la compétition? J'espère, mais à voir. Et après, par rapport au but, je pense que je suis d'accord avec ce que Griezmann disait et ce que d'autres disent. C'est que moi, je pense qu'il y a un petit blocage pour l'instant, mais une fois qu'il en mettra un, ça va le libérer un petit peu. Mais c'est sûr que tant qu'il l'a pas mis, en plus, il avait souvent été critiqué quand il était en équipe de France. Il avait une disette à un moment donné de un an et demi, je crois, sans marquer. Donc voilà, c'est quelque chose. On sait qu'il a beaucoup d'attentes qui sont placées en lui. Donc voilà, on va voir. Je sens qu'il y a un petit blocage pour l'instant, mais comme j'ai dit, une fois qu'il va marquer, je pense que ça va libérer. Ouais. Et voilà. Mais il y a encore un manque d'automatisme, ça se voit. C'est ce qui est normal. Et toi, Romain? France et Allemagne dans l'ordre. Donc la France battrait le Portugal. Benzema qui marque pas en poule. Avant de revenir sur Benzema, la France qui est moyenne en ce moment, ça ressemble à la France qui est championne du monde en 2018. Ça ressemble, en 98 non, mais en 2000 on l'avait pas eu facile, je crois, quand on se fait taper aussi à un moment le dernier match en poule, on était déjà qualifié. Mais tu sais, en 2006, c'était pas brillant non plus les matchs de poule. La France c'est pas une équipe de poule de toute façon. Benzema qui marque pas en poule, je m'en fous, je l'attends pas pour les poules.
C'est pas là que j'attends qu'ils me mettent des triplés dans les matchs de poule où le match qui compte rien. Ça m'intéresse pas. Je préfère qu'ils me marquent 3 fois un but dans chaque match de phase finale. En effet. Puis c'est à peu près tout, quoi. Et ça, je pense qu'il est capable de le faire. Il faut pas. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Non, je pense pas, quoi. Vu les occasions qu'il rate, je suis tout à fait d'accord. C'était pas. Il peut en mettre à chaque match aussi. Après les occasions qu'il a eues, d'après moi. Oui. Comment tu conclurais ce groupe France et ce Benzema? Moi, je dis Allemagne-France. Parce que, ou ça peut être aussi France-Allemagne, parce que Portugal, un peu dos au mur dans le sens où il doit réaliser une perf. Et les Français adorent être dans la position justement de l'équipe qui n'ont pas besoin de faire le jeu et qui ont besoin de punir. Et donc laisser une initiative justement aux Portugais. Je pense aussi qu'ils ont bien digéré les leçons de 2016. Et deux équipes qui s'étaient aussi affrontées si je m'abuse, dans la Ligue des Nations. Pour le reste, le cas Benzema, comme Romain, je m'en fous. L'équipe de France a un gros réservoir de joueurs. Il faut remonter aux années Platini pour avoir un joueur de l'équipe de France qui finit meilleur buteur d'une compétition. Tant que tout le monde marque, tant que la machine collective est huilée, tant qu'ils sont clutch, je pense qu'à partir d'un moment, on arrêtera de mettre tous les espoirs sur un joueur parce que justement, je pense que ce que tout le monde attend, c'est que justement, il passe et comparativement à il y a 3 ans, les supporters français, lorsqu'ils sont interrogés, ils ne se soucient pas de savoir que oui, bon, mauvaise perte contre la Hongrie. C'est dans l'inconscient collectif. On sait que cette équipe de France, elle est là pour monter en puissance. La dernière fois, ils se sont vus trop beaux, c'était en Corée, puis on a vu ce que ça a donné. Donc depuis, c'est à chaque fois des buts poussifs. Et c'est dans les matchs à élimination directe que ah ben tiens, ça joue bien, ah ben tiens, ça non, c'est juste que voilà, ils ont à la tête un tacticien qui est spécialiste des opérations commando. On va pas reciter le CV de Deschamps. Et pour moi, ils se feront pas sortir au premier tour, jamais de la vie. Et dans les matchs à élimination directe, ça va être maintenant qui a le meilleur génie tactique pour tirer le meilleur usage de ses joueurs. Et donc, encore une fois, je le dis et je le redis, la force de Deschamps, c'est qu'il part avec des castings de départ qui sont peut-être mauvais, et il a l'intelligence de faire la remise en cause et les ajustements pour faire monter son équipe en puissance. Donc, dernier match, on dit bon, Rabiot emprunté un peu en deçà. Pour moi, ça ressemble, et je rejoins Romain Alexandre dessus, à cette Coupe du Monde. Au début, tu pars avec un Dembélé, on dit bon, ok, ça marche pas, allez hop, Matuidi, c'est pas beau, ces trucs, puis après, on ouvre tout le monde. Merci, bonsoir. Donc, à partir de là, cette équipe de France, elle sort du premier tour. Je pense que les 4, on est d'accord là-dessus. Et après, on sort le popcorn, on attend l'adversaire au niveau des huitièmes et on attend qu'ils mettent le pied sur l'accélérateur et advienne ce qu'il pourra. Et si je peux juste ajouter, parce que Freddy et Romain l'ont très bien mentionné, la dernière Coupe du Monde, ils font un premier match contre l'Australie où ils gagnent 2-1 difficilement avec la VAR et tout ça, c'était décevant. Ils gagnent un match difficile contre le Pérou où ils ont bien joué, mais ils gagnent 1-0, c'était difficile aussi, c'était pas, on s'attendait à plus. Ils font 0-0 contre le Danemark où ils font tourner. Donc du coup, ils sortent des poules, tout le monde était un peu déçu. C'est pour ça qu'il faut pas non plus et l'Euro 2016, c'est Payet qui nous sauve. Ouais, puis ils gagnent difficilement le premier match contre la Roumanie. Contre l'Albanie, Griezmann y marque à la fin, Payet aussi. Le Suisse ont fait match nul. Donc voilà, on a eu des phases de poule difficiles par le passé, mais ça ne nous a pas empêché d'après, dans les phases à élimination directe, de faire des très très gros matchs. Donc c'est pour ça que je pense que oui, ça n'a pas été un super match hier, mais il ne faut pas s'enflammer. Voilà. Et que ce soit sur les joueurs, les cas précis, comme par exemple Benzema, ou sur l'ensemble de l'équipe. T'es en mute. Je suis en mute, ben oui. Moi aussi, comme je l'ai dit, je crois cette équipe de France qui passera les poules. Par contre, Portugal, il sera aussi. Même si c'est meilleur troisième, attention, en 2016, c'est ça qu'ils ont fait et on sait comment ça a conclu. Merci à mes collaborateurs. Merci aux autres qui n'étaient pas présents mais qui nous ont offert ces titres. On continue d'analyser cet Euro, cette Copa América et cette PLSQ qui commence dès la semaine prochaine.
Merci Freddy, merci Romain, merci Alex. Et c'en est tout de ce Québec Foot. Merci beaucoup.